Alors, quelque chose qui est aussi à ne pas négliger, ce sont les ouvrages sur lesquels vous travaillez votre espagnol, parce que je vais vous parler d'espagnol, parce que je connais plus les ouvrages, les spécimens d'espagnol, puisque c'est la langue que j'enseignais dans l'éducation nationale. Il y a Hatier, Hachette, les maisons des langues, Clé des langues, il y a Becherel, il y a Nindavos. Nindavos, je recommande Nindavos, la grammaire, le précis grammatical pardon, de Lindavos, magnifique, avec un précis aussi de vocabulaire qui l'accompagne. Je le conseille du collège à la terminale. C'est quelque chose de très très bien fait. Hatier et les autres éditeurs n'ont pas le même point de vue sur la façon d'enseigner que cette personne, mais ce sont des approches différentes. Chaque édition a une approche différente. C'est pour cela que, par exemple, une édition va parler de l'Amérique latine, l'autre va parler d'Espagne, l'autre va parler de la culture latino-américaine, l'autre va parler de la monarchie, l'autre va parler de la façon dont on apprend les langues en Espagne, d'autres vont parler de la cuisine, d'autres vont parler des peñas, ces associations familiales qui ont cours en Espagne et qui sont extrêmement populaires. Les peñas, c'est souvent donc des familles qui se rassemblent pour faire des fanfares, pour les congrégations des fraternités, etc., des sororités, pour la Semaine Sainte, par exemple. Quand je vous parlais, quand je vous parle des fraternités, c'est ce qu'on appelle las fraternidades. C'est un regroupement autour de l'église en fait et autour d'un dé. Un dé, c'est 4 piliers, comme un lit à baldaquin sans les pliegues, sans les tissus. Et il y a une statue d'un saint au milieu. Alors ça peut être Marie, ça peut être Jésus, ça peut être Saint Jacques de Compostelle, ça peut être Sainte Rita. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la religion en Espagne, puisque l'Espagne est un pays religieux par nature, puisque c'est une monarchie, et toute monarchie implique que le roi est le premier représentant de Dieu sur terre. Voilà, comme en France dans les temps passés. Voilà, tout simplement. Donc, je parlerai de tout ça plus en profondeur, je pense, dans les prochaines sessions. Tout ça pour vous montrer les différentes approches des différentes éditions par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Amérique latine, sachant que les Français ont les professeurs d'espagnol français avaient une approche un peu différente de celle d'Espagne, puisqu'en Espagne, vous savez qu'il y a eu le franquisme, il y a eu la guerre d'Espagne, puis le franquisme, puis à nouveau la monarchie, sachant que les républicains espagnols qui avaient été élus en 1931, me semble-t-il, ont dû s'exiler en France. Donc en France, pendant longtemps, il y a eu une tradition de la République et de l'expression de la République, donc l'expression de la République espagnole, puisque le gouvernement espagnol était encore en lice, n'est-ce pas?
Il y a beaucoup de choses qui sont floues pour certains, mais qui sont extrêmement claires. Depuis une vingtaine d'années, il y a un renversement des tendances puisque en fait les étudiants français qui sont partis en Espagne ont étudié l'Espagne par rapport au franquisme et à la monarchie, donc ils ont pas par rapport aux valeurs républicaines, et ils l'ont oublié, ils l'ont oublié. Donc c'est ce qui se passe en ce moment en France. Les étudiants reviennent, reprennent les postes de prof, et souvent ils ont des idées d'extrême droite ou de droite, tout simplement. Voilà. Donc je ne jette pas la pierre, hein. C'est pas pour jeter la pierre, hein. C'est pour expliquer ce qui se passe, tout simplement. Donc c'est pour ça que dans certaines familles, on ne comprend pas pourquoi on ne parle pas de certaines choses dans le privé. On ne parle pas de la guerre d'Espagne, on ne parle pas du franquisme, on ne parle pas, ou alors quand on parle du franquisme, c'est pour le vénérer. On ne parle pas des républicains, on ne parle pas de la retirada, c'est-à-dire de l'exil forcé des républicains en France, au Mexique, en Russie, au Panama, au Chili, en Argentine, etc., etc., etc. Donc voilà. Donc il y a fort à dire, et sur tous les domaines de l'histoire, parce que j'ai oublié de vous dire, j'adore l'histoire. J'adore l'analyser, j'adore comprendre. J'ai étudié Pablo Neruda à l'université. C'est un auteur qui m'a beaucoup fasciné, qui m'a fait peur aussi, qui m'a beaucoup effrayé, qui m'a même terrifié sous certains angles. Voilà, donc et j'ai travaillé aussi sur Garcia Lorca, sur Yerma, donc infertile. Ça veut dire Yerma, ça veut dire infertile en espagnol. Et et donc je connais un petit peu leur domaine de compétences, je comprends beaucoup de choses. Garcia Lorca était un homme dont on a beaucoup parlé de l'homosexualité, mais c'est pas la première chose qui revenait dans ses textes, hein, puisqu'il parlait souvent d'amour, d'hommes, de femmes, d'amour incompris, d'amour tumultueux, d'amour, comment dire, contrarié. Il parlait des mœurs et des us et coutumes dans les campagnes en Espagne. Il parlait de la passion, il parlait du chant del cante hondo, du chant profond des gitans et des espagnols dans le flamenco. Et il parlait du flamenco, de la danse, on voyait d'ailleurs dans ses écrits les rythmes endiablés, comment des danses, et puis de tous les palomitas, et des coups de hanche, des coups de taconazos, les coups de talon, les manotazos aussi, quand on frappe dans les mains, là, les applauses. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très très intéressantes, et qui étaient imprévisibles, mais qui sont superbes. Il a aussi lancé la Baraka. C'était une troupe de théâtre qui était ambulante, pardon, qui était ambulante, et qui parcourait l'Espagne pour déclamer des vers et des auteurs qui étaient contemporains ou pas du tout, ou des classiques, tout simplement. Donc, et il y a beaucoup à dire sur lui, sur Neruda,
sur beaucoup d'auteurs dont je ne tairai pas les noms. Je vous en imbriquerai de temps en temps. Je les présenterai rapidement et je vous en parlerai. Un auteur très très intéressant en France, c'est Calogero, qui a écrit une chanson magnifique, Volée de nuit, qui a en fait inspiré largement de Vol de nuit et du Petit Prince de Saint-Exupéry, car dans cette chanson Volée de nuit, c'est de Saint-Exupéry dont il s'agit, de ce qu'il a ressenti quand il a fait partie de l'Aéropostale et de ce qu'il a ressenti quand il a fait partie des brigades internationales, puisqu'il était pilote de chasse des brigades internationales pour combattre en Espagne contre le franquisme. Donc, et il combattait, pourquoi? Pour pouvoir obtenir la paix. La paix et la vie en communauté, tout simplement. Voilà, donc dessine-moi un mouton, dessine-moi la paix. Et vous allez voir cette chanson, je vais la décortiquer dans un de mes prochains vlogs. Je la décortiquerai et je vous l'expliquerai. Et vous allez voir comment elle recèle de merveilles et comment elle est magnifique de sens et dans les mots aussi. De sens des mots et d'écriture, dans l'écriture, parce que c'est formidable. Voilà. Donc, et Calogero a aussi écrit sur le Veldiv et un texte qui s'appelle Veldiv, je crois, et un texte poignant. Donc, je vous invite à l'écouter, puisque c'est un auteur-compositeur qui fait des choses magnifiques. Donc, ou alors sur la musique, jouer de la musique. Magnifique, magnifique.